Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau livre, un livre de David Schwartz. Donc, c'est l'auteur qui a écrit le livre La magie de voir grand, la magie de s'auto-diriger. Donc, ces deux livres-là sont plutôt connus, mais il faut savoir qu'il a écrit deux autres livres. Il y en a un, c'est La magie de penser succès. Et celui-là qu'on va parler aujourd'hui, c'est la magie de vivre ses rêves, hein. Donc il s'agit de ce livre-là. Alors c'est un livre qu'on ne trouve plus actuellement en français, c'est très difficile à trouver. Il n'a plus été en fait réédité depuis longtemps. Mais c'est un peu dommage parce que c'est un excellent livre, tout de même d'ailleurs, de la magie de voir grand. En fait, l'auteur, il est vraiment, je le trouve vraiment excellent. Ce sont des livres à lire et à relire tellement ils sont bien faits. Le gars, il avait un de ses états d'esprit, c'était incroyable, quoi. Donc, on va parler de ce fameux livre. Donc, c'est comme d'hab, des livres très axés sur l'attitude positive, sur le succès, etc. Donc, on va en parler. Euh, ok, ok. Alors, je cherche si je pouvais avoir les chapitres. Je vais vous donner quand même les titres des chapitres. Alors, premier chapitre, pensez plus fort à obtenir plus, hein. Deuxième chapitre, vous pouvez être encore plus formidable. Troisième chapitre, comment obtenir qu'on vous aide à gagner. Quatrième chapitre, alimentez votre esprit aux informations qui assurent le succès et prospérer. Cinquième chapitre, voulez-vous davantage? Alors donnez davantage. 6. Obtenir davantage en exerçant une influence positive sur les autres. 7. Obtenir davantage grâce à l'utilisation de la formule DCF. 8. Devenir influent grâce au charisme et à l'engagement. 9. Apprendre à renaître et à jouir pleinement de la vie. 10. Comment tirer profit de la persévérance. Et enfin, 11. Un nouveau départ. Donc ça, ce sont la liste des chapitres. Maintenant, on va parler de mes notes. Un petit peu, hein. Alors, j'ai noté quoi? Ceux qui pensent plus fort ont de bonnes raisons de s'inquiéter de ceux qui pensent moins fort. Ces personnes qui disent contentez-vous de ce que vous êtes, des biens que vous avez, apprenez à supporter la misère, le malheur et l'échec. Pour de tels gens, autant dire que la vie est comme une condamnation à la prison qui prend fin qu'avec la mort. Optez pour l'utopie. Donc là, c'est tout à fait juste, hein. Si vous êtes satisfait en fait de ce que vous avez, vous allez pouvoir avoir en fait du mal à avoir plus loin. Selon l'histoire de la loi d'attraction, ça dit bien, on doit fonctionner comme si le truc qu'on voulait, on l'avait déjà dans le moment présent. Donc on est fixé en fait sur le futur et non sur notre moment présent. Alors le but c'est pas non plus de jalouser les gens, les envier, etc. Mais d'avoir l'état d'esprit comme si on était déjà ça. Si on veut changer une attitude, si on veut un objet, il faut faire déjà comme si on avait déjà cet objet comme s'il était à nous et non se contenter de la situation actuelle. Si on est content de notre situation actuelle, on va avoir du mal à aller plus loin, vu qu'on ne le demande pas d'aller plus loin. Qu'est-ce que j'ai noté ensuite? Comment tirer parti de la rédaction de votre notice nécrologique? Alors, je cherche ce qu'il voulait dire. Ouais, ça, c'était une analyse sur le papier, si je me rappelle bien. En fait, ça, d'ailleurs, la notice nécrologique, je crois que c'était un truc qui était dans la magie de voir grand et qu'il avait repris. Ouais. Alors, votre notice nécrologique est censée relater brièvement votre histoire personnelle et fournir généralement l'information la plus succincte. Vos lieux et dates de naissance, vos principales réalisations, votre métier et vos proches. La majorité des gens, pour des raisons évidentes, n'aiment pas rédiger leur notice nécrologique. Et pourtant, j'ai fait la rédaction de notice nécrologique un concept stimulateur du succès dans mes séminaires qui s'adressent aux responsables d'entreprise. Et effectivement, ça donne à réfléchir. Si vous notez si vous faites votre notice nécrologique,
comme il dit, ça va vous donner à réfléchir sur ce que vous avez fait, où vous en êtes au moment présent et comment vous allez pouvoir avancer par la suite. C'est effectivement un point intéressant. Ce qu'il faut faire, c'est appliquer et gagner davantage, et non à étirer les revenus au point de sacrifier ce que l'on veut. Alors je cherche le contexte, pourquoi j'avais noté ça. D'ailleurs, il y avait quelque chose d'avant. J'ai pas fait attention, il y avait ce point-là noté avant. Pensez plus fort pour résoudre vos problèmes de budget. De nos jours, dans le monde entier, des individus, des couples, des compagnies et des gouvernements s'appliquent à résoudre leurs problèmes budgétaires. Le problème fondamental est toujours le même. Les gens dépensent plus qu'ils ne gagnent. La solution que les gens trouvent à leurs problèmes de budget est presque toujours la même, elle est erronée. Considérez cette conversation entre Marie et Jean. Bon, ok, je ne vais pas lire toute la conversation. Mais effectivement, c'est vrai que plus les gens y gagnent, plus ils dépensent et ils se retrouvent toujours au même point. Ils n'ont pas plus de revenus que ceux qui gagnent. Parce que le truc, c'est d'apprendre à moins dépenser et à investir, quoi. C'est pas parce que tu gagnes plus qu'il faut dépenser plus par la fenêtre, quoi. Le principal problème est déjà là, bien avant de gagner beaucoup. C'est pour ça qu'on dit souvent que les gens du loto, il y a 80% facile des gens du loto, ils se retrouvent à zéro. Parce que le problème, c'est qu'ils ont une très mauvaise gestion des choses. Ils gagnent plus, ils dépensent plus. Et c'est ce que font la plupart des gens. Et c'est une faute de gestion. Hein. Ça inclut aussi pas mal de gens riches. Hein. C'est un point que je mets souvent d'ailleurs en avant. Il y a 2 points, arriver à gagner beaucoup d'argent, mais aussi à savoir le gérer, quoi. Donc le point, j'avais mis suivant. Ce qu'il faut faire, c'est s'appliquer à gagner davantage et non à étirer les revenus au point de sacrifier ce que l'on veut. Alors, je suis en train de chercher pourquoi j'ai mis ce point. Un monsieur m'a exposé ses problèmes de budget en ces termes. Je passais au moins 10 heures par semaine à essayer de trouver les moyens d'économiser, de lésiner, de m'en sortir avec mon revenu. Et je passais 2 heures à plus à me tourmenter le soir dans mon lit sur les difficultés de ma situation, ce qui est arrivé à ma famille et à moi. J'ai complètement changé de perspective. Finalement, j'ai pris un emploi à temps partiel qui me rapporte parce que autant que mon emploi régulier et j'ai presque doublé mon salaire en 6 mois. Je suis beaucoup plus heureux et je profite bien plus de la vie. Donc effectivement là, ce qu'il montrait, c'est qu'il ne fallait pas être trop sur l'économie, mais plutôt être concentré sur gagner des sous que de vouloir chercher des solutions en grattant le fond, quoi. Rechercher des bâtisseurs de rêve, éviter les destructeurs. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, les fameux destructeurs de rêve, 1, 2, 3, 4, 5. Il suffit d'aller voir la vidéo pour en savoir plus à ce propos. Donc, je ne vais pas en reparler. En fait, je vais peut-être donner les titres. Mais j'en ai fait une vidéo. Donc, destructeur de rêve numéro 1, vous n'êtes pas suffisamment instruit. Comme quoi, vous n'êtes pas développé, machin, vous ne pouvez pas faire ci ou ça. En 2, vous n'avez pas suffisamment de capitaux pour lancer votre propre affaire. Comme quoi, il faudrait soi-disant de l'argent pour lancer votre entreprise. Ce n'est pas vraiment le cas non plus. En 3, si je le trouve. En 3, vous êtes un rêveur. Il faut être réaliste en ce monde. Donc ne pas rêver, remettre les pieds sur terre, tout ça c'est faux, hein, bien sûr. Hein. Ce secteur est saturé. Il y a trop de concurrence. Et bien sûr, la concurrence. En 5, vous n'avez pas le temps. Là aussi, le temps, on peut le gagner. Hein. Si on évite de scroller Facebook et ce genre de choses, ou les Instagram et autres, on a déjà gagné du temps. Hein. En 6, mais la conjoncture économique est mauvaise. Donc là, c'est pareil, hein, attendre sur que tout va bien pour pouvoir se lancer. Bon, je vais pas en reparler, j'en avais déjà fait une vidéo dessus, hein, sur les destructeurs de rêves. Il suffit que vous voyez la vidéo, vous en saurez plus là-dessus. Donc là, j'ai noté un autre point, mais j'ai justement noté l'étape 3. Pourquoi? Je sais pas, c'est sûrement le truc qui m'a marqué le plus, mais où est l'étape 1? J'étais en train de chercher sur mes notes. Alors, j'aime bien faire ça en fait, parce que ça me permet d'essayer de réviser ce que j'ai vu, parce que pour retenir, c'est jamais facile. En général, il faut quand même que je relise le livre au moins 2 fois ou 3 fois pour enfin que j'arrive à avoir en tête. Alors, je sais plus où il est le 3, je vois le deuxième étape. Troisième étape, fixer une période de temps précise pour la concrétisation de vos rêves. Alors ça, c'est un point de base. Alors moi, je ne le fais pas à 100%, mais quand vous faites votre liste d'objectifs, bien sûr, vous devez employer le temps en présent, etc.
comme si vous l'avez déjà au moment présent, mais il faut aussi dater. Donc, faut faire une demande, votre engagement, etc. Vous engager et tout dans votre phrase, mais aussi dater. Quand est-ce que ce sera fait? À la date de quand? Donc ça, c'est un truc assez classique. De savoir exactement ce que vous voulez. Donc ça, c'était marqué deuxième étape. J'arrive pas à trouver la première étape. C'est bizarre. De cette histoire. Je sais même pas qu'est-ce que c'était au départ, le titre. J'essaie de retrouver. 5 étapes vers des rêves créatifs. Ah voilà. Première étape. Répondez à 3 questions fondamentales à votre sujet. Un très sage professeur qui m'enseignait à l'université du Nebraska basé sur la totalité de son discours de la philosophie sur 3 questions extrêmement importantes auxquelles il demanda à ses étudiants de répondre. Qui suis-je? Où je veux aller? Et la troisième, si je vous la trouve, ça devrait être marqué en C, mais je ne la vois pas. Donc, qui suis-je? Où je veux aller? La question qu'il faut se poser. Et en 3, comment puis-je me rendre là où je veux aller? Les 3 questions qu'on peut se poser. Donc après, il parle de deuxième étape, donc rêver à des choses précises, pas à des généralités. Donc effectivement, si vous dites vous voulez une voiture, c'est quoi comme voiture? C'est quoi la marque de la voiture? C'est quoi la couleur? C'est quoi enfin, il faut que vous soyez clair. C'est pareil, vous voulez un logement. Un logement, c'est quoi? Un appart? C'est une maison, une villa, un château? Ça a combien de pièces? Ça, je sais pas, il faut être précis. Donc la troisième étape, fixez-vous une date donc, pour que ça se concrétise. Et je crois que c'est tout, non? Il y a plus d'étapes dans ce qui est dit. En 4, visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Donc on applique clairement la visualisation, la loi d'attraction, etc. En 5, engagez-vous sans réserve à l'accomplissement de vos rêves. Donc là par contre c'est assez clair, il faut agir. Il ne suffit pas de savoir ce qu'on veut, parce que sinon ça ne va pas marcher. Bon. Alors, prochain point que j'avais noté, on va avancer parce que sinon c'est toujours assez long quand même. J'ai noté, c'est en vous persuadant de votre propre valeur que vous atteindrez la meilleure vision mentale. Dans de nombreuses lettres que je reçois de mes lecteurs depuis l'apparition de la magie de voir grand, le sujet qui revient le plus souvent est préparer votre propre réclame publicitaire de 60 secondes. En résumé, il s'agit d'expliquer dans un court texte d'environ 125 mots pourquoi vous êtes destiné à connaître les plus grands succès. Voici quelques exemples de points à développer. Votre exceptionnel esprit d'initiative, votre honnêteté, votre pouvoir de séduction, votre ouverture aux autres, votre esprit de sacrifice et votre sens de responsabilité. Donc effectivement, c'est quelque chose d'intéressant de faire cette réclame publicitaire, de dire pourquoi vous méritez le succès. C'est un exercice sympa, je trouve. En suivant, j'ai noté à retenir donc. Faites 2 fois plus d'efforts pour aider les gens à se sentir spéciaux, importants, capables de réussir. Suivez ce conseil et vous les verrez à leur tour faire 2 fois plus d'efforts pour travailler plus et mieux. Alors ça s'applique généralement à celui qui est quand vous avez des subalternes, mais même comme ça, de façon générale, quand c'est égaux, si vous aidez les gens, vous remarquez qu'ils vous aident à leur tour, sans chercher à demander quelque chose en retour. Des fois, c'est même plus intéressant que vous le pensez parce que ça crée un truc chez la personne comme quoi il a ce besoin de vous faire un retour même si vous ne l'avez pas demandé. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, vous pouvez tester, effectivement ça marche très bien quoi. En suivant, j'ai noté, avant de poursuivre votre lecture, vous devez lire 2 fois l'énoncé suivant. Votre succès est déterminé non par ce que vous faites, mais par ce que vous incitez les autres à faire. Donc c'est pas ce que vous faites qui vient le succès, mais ce que vous incitez les autres à faire. Effectivement, de toute manière, c'est ça le succès. Le succès, c'est quand les gens vous suivent. Donc pour que les gens vous suivent, vous devez arriver à les influencer, les inciter à faire des choses, en grosso modo pour vous et pour les autres, on va dire. C'est pas en travaillant dur, parce qu'en travaillant dur, vous êtes dans un cadran, comme on appelle. Si on reprend le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, vous êtes dans un cadran T. Quand vous faites les choses vous-même, c'est vous le spécialiste. Or que quand vous pouvez être dans le cadran P, c'est-à-dire d'être le propriétaire plutôt que le travail autonome, et c'est exactement ça qui est dit là, c'est que quand vous êtes le PDG, ou du moins le propriétaire d'entreprise, et donc c'est vous qui dirigez les autres, et ça c'est la bonne chose à faire. Donc là il dit en gros la même chose David Schwartz, il met ça en avant,
Et donc voilà, si vous voulez avoir le succès, être riche, pouvoir vivre comme vous voulez, c'est ça. Vous allez devoir faire que les autres vous suivent et gagner au moins 10 fois plus qu'eux. Hein. C'est ça qui va se passer. Le directeur d'une entreprise de fabrication de peinture définissait la délégation en ces termes. À cause du principe FM, c'est tout à fait logique de laisser les gens en bas de l'échelle régler leurs problèmes. Alors après, il dira c'est quoi le F. Eh bien, poursuivit le directeur, le F représente l'aspect financier. De ce point de vue, tout travail dans une entreprise doit être effectué au plus bas niveau de compétence. Et le M, il signifie la motivation. Un bon nombre de cadres ne se rendent pas compte, mais la plus grande partie du personnel du soutien veut faire du travail délégué des échelons supérieurs car c'est plutôt flatteur pour eux. Ils se sentent plus utiles puis indispensables. La délégation est aussi un excellent moyen de mettre un individu à l'épreuve pour savoir de quoi il est capable. Bon, après, c'est pour les gens qui aiment bien relever les défis et tout ça, hein, par contre. Hein. Donc, prochain point que j'ai noté. Quand je fus élu président, après la réorganisation, j'ai éloigné immédiatement le personnel négatif et j'ai commencé à inculter dans l'esprit de tous les membres du personnel, du balayeur au cadre, l'idée que nous allions gagner, que nous allons accroître notre efficacité, réduire le gaspillage, vendre davantage et ça marche. Donc en gros, ce que la personne y dit, c'est une personne qui est, je ne sais plus exactement le contexte, mais c'est souvent un gars qui est devenu, donc, on va dire, disons que c'est le chef d'entreprise. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va trier les gens et il va juste garder les gens qui sont positifs, hein, et il va enlever tous les gens qui sont négatifs. Et ceux-là qui restent, il va les motiver encore plus à être plus positifs. C'est exactement la même chose quand vous avez une équipe de football, basketteur ou autre. L'entraîneur, il vous pousse à aller plus loin, à être positif, etc. Et ben le gars qui a son entreprise, c'est exactement pareil. C'est ce qu'il devrait faire, c'est pousser les autres à aller plus loin. Au lieu de dénigrer les gens, il devrait en fait pousser les autres gens à mieux faire. Et c'est en fait comme ça que l'entreprise décollera plus vite. Et si elle décolle plus vite et que ça marche bien mieux, ben vous gagnez automatiquement largement plus d'argent. Il faut le savoir. Et donc vous allez pouvoir vivre comme vous voulez. Il ne faut surtout pas dénigrer vos employés, etc. Il faut vraiment faire l'inverse. Alors, autre point que j'ai noté. Ce sont les parents qui ont l'influence la plus déterminante sur les enfants. Ah, mais ça, j'ai un point que j'avais noté. Et c'est vrai que souvent, on recopie ses parents, même inconsciemment. Et que c'est en fait, à la base, les parents qui sont le problème et non le gamin, parce que les gamins, ils répliquent principalement ce qu'il a vu chez ses parents. Donc ça, c'est des choses à savoir, que vous n'êtes pas vos parents et vous pouvez changer. Après, il y a des gens qui sont vraiment bloqués à fond, comme les parents ils faisaient, ils ne changent pas, même en s'en rendant compte, et c'est dommage, parce que quand c'est faux, il faut changer, quoi. Donc voilà. Moi j'ai surtout noté pour moi-même hein, aussi, hein, bien sûr. C'était quelque chose qui me parle. Hein. 6 bons exemples qui produisent des résultats positifs. Alors je vais vous donner ces 6 exemples que j'ai notés. 6 excellents exemples que le potier vous-même. Wow! J'ai fait une faute. Soutenez-vous donc en 1. Soutenez l'entreprise pour laquelle vous travaillez. De même que ces cas, n'ayez que des paroles positives à leur égard. Votre exemple servira de modèle à vos subalternes. Donc là, c'est genre donner les bons exemples. Hein. En 2, occupez-vous de vos affaires personnelles en dehors des heures de travail. Transgressez cette règle et les autres en feront bien autant. Donc ça, c'est aussi un truc que j'ai déjà parlé en vidéo. Je trouvais ça intéressant. En 3, n'ayez pas peur que des paroles optimistes n'ayez toujours que des paroles optimistes à la bouche. La meilleure façon de combattre le pessimisme est de cesser de penser à tout ce qui va mal et surtout de ne pas en parler. En 4, ne prenez de congé de maladie que quand vous êtes réellement malade. C'est un fait indéniable. De plus, les cadres prennent des congés de maladie, plus le personnel en prend aussi. En 5, faites les louanges de votre personnel devant les autres. En faisant cela, vous leur donnez un bon moral. En 6, traitez vos clients comme s'ils étaient des invités spéciaux dans votre foyer. Votre personnel en fera autant. Résultat, un des plus gros chiffres d'affaires. Allez, on va passer à la suite parce qu'il y a vraiment beaucoup. Alors là, j'avais nouveau une série de notes. Sollicitez l'avis des employés. Écoutez les personnes qui ont des connaissances mais n'ont pas la qualité pour les exprimer. Voilà un excellent principe de leadership.
Ouais, qui ont des connaissances, mais n'ont pas, n'ont pas qualité pour les exprimer. Voilà un excellent principe de leadership. Ouais, donc écoutez les autres, c'est très important si vous voulez aller plus vite et tout. C'est clair que c'est en écoutant vos employés, vous allez pouvoir avancer largement plus vite, hein. Et mieux, hein, parce que si on les mettait à dos, ben, forcément, c'est pas bon, c'est pas positif. Ensuite, j'ai noté, pensez, agissez et parlez comme un professionnel. Si je me fie à mes observations de nombreux et différents types d'entreprises, je peux affirmer que la plupart ne sont pas rédigées par des professionnels, mais que la plupart aux mains d'amateurs. Il importe que les gens qui s'orientent vers le succès, qui désirent deux fois plus, sachent distinguer entre les deux. Alors ça, c'est un point que j'ai noté parce que ça me fait penser à beaucoup de gens qui font par exemple des élevages d'animaux et ils disent voilà, je suis éleveur amateur. Et puis j'ai trouvé, quand j'ai lu ça, je me suis dit effectivement, être éleveur amateur, c'est pas du tout une bonne chose. Et pour l'entreprise, encore moins, là, la question se pose même pas. Je suis assez surpris que des gens veulent créer des entreprises en voulant être amateurs. Mais je pensais à ça avec les gens qui s'amusent à élever des animaux, qu'importe, soit des chiens, des chats, des oiseaux ou autres. Et souvent, ils aiment bien se dire, ouais, ils sont éleveurs amateurs, mais entre un gars qui est professionnel et qui est amateur, j'aimerais bien savoir lequel vous allez préférer suivre si vous êtes dans votre position d'acheteur. Vous allez forcément chercher chez professionnel, vous avez plus de chances que lui il vous donne un truc de meilleure qualité que chez un type qui est amateur, qui ne sait pas donc exactement qu'est-ce qu'il fait. Alors, oui, il a des connaissances, forcément, vu qu'il a les années, mais c'est pas non plus un professionnel. Ensuite, j'ai noté, ensemble, si vous viviez à devenir un leader, vous devez penser comme un professionnel. Donc, on dit bien, on ne doit pas penser comme un amateur, mais comme un professionnel, hein. Ensuite, donnez aux autres l'exemple que vous voulez les voir suivre. Pour devenir un leader efficace, la règle la plus cruciale est de donner l'exemple approprié. Je compte parmi mes bons amis un directeur qui resta à l'emploi de la même firme pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Lors d'un séjour en Floride récemment, nous avons eu une conversation intéressante, lui et moi. Il m'a raconté qu'au cours de ses longues années de service, il avait vu défiler qualité du directeur. Bon, je vais pas tout lire là-dessus, mais en tout cas, on a compris le truc, c'est vous devez donner le bon exemple, hein. Donc un mauvais directeur donnera des mauvais employés, hein. Donc ensuite, j'ai noté 6 points pour devenir un leader plus efficace. Non, il y a plus que 6 points. Moi, c'est noté avec les lettres. 3, 6, il y en a 7, hein. Soyez aux petits oignons avec votre personnel. Cultivez un sentiment de fierté chez autrui. Faites preuve de courage en tout temps. N'hésitez pas à reconnaître vos erreurs. Sollicitez l'avis de vos employés. Pensez, agissez et pas. Je veux juste noter. Et parlez comme un professionnel. Donnez aux autres l'exemple que vous voulez les voir suivre. Donc ça, c'est un peu le résumé. Donc j'ai pas tout relu. Bon, c'est un peu long. Mais ça vous donne des idées. Comment être un bon leader. Ensuite, j'ai noté. Votre esprit vaut des millions de dollars. Protégez-le. Alors ça, on le sait, hein, quand on a appris un peu de développement personnel, on a tout de suite très vite au courant que c'est en fait dans notre tête que c'est le plus important. Alors là, ce qu'il va mettre après. Supposons que vous ayez en votre possession pour 1 million de dollars d'or. Protégez-vous ce trésor, bien sûr, et avec le plus grand soin. Vous ferez peut-être installer des appareils électroniques de surveillance. Vous embaucherez des gardes, vous veillerez à la sécurité. En un mot, vous prenez toutes les mesures nécessaires. Eh bien, votre esprit vaut bien davantage qu'1 million de dollars. C'est la source exclusive de tout ce que vous créez, spirituellement et matériellement, au cours de votre vie. Votre somme de bonheur, votre sécurité, votre contribution à la société, vos rêves, tout provient de la même source, votre esprit. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est de faire attention par quoi on se laisse influencer, par ce qu'on regarde, etc. Parce que c'est bien notre esprit qui est le plus important. Là, quand vous regardez plutôt des vidéos de développement personnel, motivation et tout, vous regardez quelque chose qui est bien meilleur pour votre esprit que quand vous êtes en train de regarder, je sais pas, quelque chose de genre le journal, hein. C'est le meilleur exemple. Le journal qui va vous parler de plein de crimes, de guerres, de ci, ça, dans des lieux qui ne sont même pas chez nous. Des fois, c'est des pays qu'on ne connaît même pas ou des villes étrangères qu'on ne connaît même pas, qui ne sont pas connues. Et tout ça, c'est négatif et c'est mauvais pour l'état d'esprit. Alors que si vous regardez des choses positives, eh ben, c'est bien meilleur. Il faut cultiver son état d'esprit dans le bon sens, hein.
Point suivant. Vous connaissez probablement un de ces raseurs dont vous subissez plus ou moins l'influence. Que pouvez-vous y faire? Voici 4 suggestions. Alors ça, j'en ai fait une vidéo, je ne vais pas en parler plus. Si vous voulez savoir sur l'histoire des raseurs, des emmerdeurs, etc., j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je ne vais pas en reparler. Restez près des rives. Peut-on imaginer pire conseil à donner aux jeunes? Supposons qu'Henry Ford se soit dit « Je vais y aller prudemment et construire seulement quelques voitures pour le marché de Détroit. C'est de la folie de construire des voitures pour des masses quand il n'y a presque pas de routes pavées, peu de stations-service et que je n'ai que quelques concessionnaires pour mes voitures. Ce sont les individus qui osent s'aventurer loin des rives qui ont le plus de plaisir, gagnent le plus d'argent et sont le plus charitables. » Voilà, moi c'est clair. Quand vous vous engagez dans quelque chose, il faut que vous soyez sûr et certain. Et quand vous êtes sûr et certain, vous y allez à fond. Vous n'allez pas faire en petit, mais vous allez faire les choses en grand. Alors, point suivant. Vous voyez les choses de cette façon. Les perdants veulent, oui, ils le veulent vraiment. Vous voir perdre aussi. Et les gagnants veulent que vous gagnez. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Vous le remarquez souvent, les gens qui vous dénigrent, qui vous agissent par négation quand vous voulez faire quelque chose, c'est parce que eux, ils ont déjà perdu. Hein. Ils ont déjà dans la tête qu'ils ne peuvent pas et ils veulent que pour vous, c'est pareil, que vous n'y arrivez pas. Or, ceux qui réussissent, ils veulent au contraire que vous aussi, vous y arrivez. Hein. C'est pour ça qu'on dit que l'environnement, les personnes dans lesquelles vous entourez, c'est très important. Il faut vous entourer des personnes qui sont positives, qui vont vous permettre d'aller d'avant et non dans le sens inverse. Hein. Allez, on passe au point suivant que j'ai noté. À retenir, quand quelqu'un s'informe de votre employeur actuel ou passé, dites quelque chose de gentil et puis taisez-vous. Critiquez vos employeurs présents ou passés ne jettent du discrédit que sur vous, pas sur eux. Ça, c'est tout à fait vrai, c'est logique. Parce que si vous vous mettez dans la posture du gars qui va vous employer, le recruteur, si vous dites du mal de votre précédente entreprise, il va se dire que vous allez dire du mal de leur entreprise à eux, s'ils vous prennent. Donc du coup, vous allez diminuer vos chances de pouvoir être engagé dans cette nouvelle entreprise. Il faut dire du bien de l'entreprise, de vos anciennes entreprises. Ça vous donnera plus de chances. Hein. Ne dites que ce que vous pouvez dire de bien. Même s'il y avait des choses négatives qui ne vous plaisaient pas, ne le dites pas. Concentrez-vous de dire ce qu'il y avait de positif qui vous a plu parce que voilà, sinon vous diminuez vos chances de pouvoir changer de boulot. Au cours de la vie, la plupart des gens ont plusieurs histoires d'amour sérieuses. Les jeunes tombent amoureux et s'en relèvent, bien des fois avant qu'une relation devienne suffisamment sérieuse pour conduire au mariage. Et nous le savons tous, un grand nombre de mariages sont des échecs. Le mariage n'est pas une chose simple et les causes d'échecs ne manquent pas, c'est certain. Mais il est quand même curieux que beaucoup de personnes connaissent plus d'un échec. C'est aussi bien ceux du premier mariage que ceux d'un second où on arrive à se dire à quoi bon continuer. Il est certain que l'on pourrait les éviter si l'on comprenait la façon qui se dégage de la conversation suivante entre Berthe et Robert qui ont tous les deux déjà eu d'autres relations amoureuses et qui discutent de leur avenir. Donc là c'est nouveau une histoire, je me rappelle, c'est exactement la même chose que l'histoire de l'employé, c'est quand le gars il parle en mal de son ex-partenaire. Et forcément, votre partenaire actuel, il va se poser la question si ça vaut la peine de rester avec vous. Si vous parlez en mal de votre ex-partenaire, c'est assez logique. Hein. C'est nouveau le même principe, quoi. Que ce soit l'entreprise ou en couple ou autre, c'est le même truc. Hein. Donc toujours être fixé sur les côtés positifs et pas parler des négations parce que c'est pas bon. Ensuite, en point suivant, j'ai noté, retenez donc ce message. Si vous ne pouvez dire du bien d'une relation qui s'est rompue, n'en dites rien du tout. Bah ouais. Si on ne peut pas dire du bien d'une relation ou d'une entreprise, autant ne rien dire. Donc c'est des habitudes à prendre. C'est pas facile quand on a des mauvaises habitudes, mais il faut les changer vraiment. Il faut suivre ces principes parce que ça paraît évident qu'on aura beaucoup plus de chances d'aller dans un sens positif et de gagner ce que l'on souhaite, d'obtenir ce que l'on souhaite en étant dans le sens inverse, quoi. Ensuite, voici une règle d'or concernant l'information que vous transmettez aux autres. Insistez sur les éléments positifs et ne tenez pas compte des éléments négatifs. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Vous parlez des éléments positifs et les négatifs, vous n'en dites pas. En d'autres termes, si vous ne pouvez dire du bien d'une personne, d'une ville ou d'une expérience, taisez-vous.
Prenez 2 ou 3 minutes pour étudier ces exemples. Bon, après, il va mettre des exemples de nouveau sur ça. Donc, il faut que dire les points positifs, c'est exactement ce que Benjamin Franklin il faisait. Il disait plus que les choses qu'il pouvait de positif et le reste, il disait pas. Et il a tout à fait raison. Après ma conférence, 3 des participants et moi avons eu notre propre conférence improvisée. Ces 3 hommes étaient tous dans la soixantaine et avaient fait carrière dans d'autres domaines avant de se lancer dans l'assurance. L'un avait été ministre de culte, un autre était un chef de police à la retraite et le troisième avait été courtier en immeuble. Ils avaient en commun une même réussite exceptionnelle au sein de leur compagnie. Notre conversation s'engagea très vite sur le thème de la conférence quant au moyen d'améliorer son régime mental. J'ai remarqué que les gens très motivés et couronnés de succès ne tiennent pas à parler très longtemps de politique, de golf, de football ni de pêche. Ils aiment leur travail. C'est la partie la plus importante de leur vie, après leur famille. Rien d'étonnant à ce que leurs conversations se centrent rapidement sur la façon dont ils pourraient faire encore mieux. Donc voilà, on explique que cela il parlait donc d'un sujet dans un sens positif, et ça c'est le genre de personnes qu'il faut s'entourer, les gens qui sont positifs, pas ceux-là qui sont négatifs. Ensuite, j'ai noté, si vous voulez réellement davantage, croyez à la conclusion qu'il y a de tout en abondance. Si vous voulez moins, croyez aux stupides prophètes de malheur mal informés. Alors c'est vrai qu'il y a de tout assez. J'aime bien, ces derniers jours, je suis en train de reprendre un point. J'ai dû en parler, je ne sais pas comment je vais diffuser lors des vidéos. Mais il y a quelques jours, il y a quelques semaines, un gars, il voulait une certaine carte. Il voulait un playset, c'est-à-dire 4 exemplaires d'une même carte. Et il se trouve que dans l'édition, c'est une édition qui aurait dû être détruite, il y avait 30 à 50 exemplaires par carte, donc vraiment pas beaucoup. Et qu'il y avait 2 personnes qui avaient déjà 2 playsets. Ça veut dire qu'il y en avait déjà 8 de moins sur les 30, voire sur la cinquantaine à peu près. Et il y a un autre qui allait le dénigrer, machin, comme quoi ça va être difficile et tout. Et le type, en fait, il n'a pas écouté, il a continué. Et il a posté une photo il y a quelques jours, comme quoi il a réussi à avoir son playset. Donc, ça montre bien. Il y en a assez des choses, qu'importe ce que vous voulez, il y en a assez. Vous finirez par avoir le truc qui vous intéresse. Il en manque pas, parce que de toute manière, il y a aussi le truc, c'est des fois il y a des gens, ils achètent des trucs, ils les ont un temps, ils sont contents parce qu'ils avaient réalisé ce qu'ils voulaient, et après ils le revendent malgré la rareté, ils s'en foutent. C'était le but de les avoir, et au bout d'un temps ils finissent par lâcher. C'est tout le monde pareil, parce que à la fin c'est pas les biens matériels qui sont le plus important, et ça finit par être vendu. Donc il n'y a pas de manque, même sur un truc qui est rare, il n'y a pas de manque. En 2, comprenez que les mauvaises nouvelles fabriquent d'autres mauvaises nouvelles et que les bonnes nouvelles fabriquent d'autres bonnes nouvelles. Pour ça, effectivement. Plus on est concentré sur des bonnes nouvelles, plus on aura de bonnes nouvelles. Plus on est concentré sur les mauvaises, plus on attire des mauvaises. Alors, je ne vais pas passer plus loin là-dessus. J'ai noté quoi après? Avant d'accorder votre attention aux nouvelles, répondez à ces 2 questions. Cette information ajoute-t-elle à mon bien-être spirituel? Ajoute-t-elle à mon bien-être matériel? Ouais, donc là, il parle des nouvelles, genre journal, etc. Et il faut se poser la question, si ce que vous allez lire ou regarder, est-ce que donc ça vous rapporte quelque chose à votre esprit? Est-ce que ça rapporte quelque chose de bien à votre matériel? Est-ce que ça vous permet d'avancer, etc. Si c'est pas le cas, autant zapper. C'est pas la peine de continuer, de commencer à regarder ni d'aller plus loin. Et donc vous comprenez très vite que en fait vous allez très vite zapper le journal, etc. Même si on vous le met en avant à gogo, le journal. Mais au final, c'est quand vous posez ces genres de questions, vous dites tout de suite, mais en fait, ça me sert à rien du tout de regarder ça. Donc au final, vous allez commencer à arriver à pas vouloir regarder ça et à regarder d'autres choses que ceux qu'on essaie de vous imposer. Parce que bon, c'est sûr que le système de l'État vous l'impose, grosso modo. L'actualité, c'est toujours les journaux avec des négations, alors qu'il y a de l'actualité aussi positive. Si on cherche sur internet manuellement, on trouve des actualités positives et ils vous mettent jamais ça en avant. Les particuliers qui vous mettent de l'actualité correcte, on vous met toujours les nouvelles de négation qui sont pas bons, ni pour votre esprit, ni pour votre bien-être matériel, quoi.
Point suivant. Voici les points à retenir. Ne portez attention qu'aux bonnes nouvelles. Si vous n'en entendez aucune, reportez-vous aux formulaires qui ont fait ses preuves. Dites à la personne à qui vous allez rendre visite, vous avez une mime superbe. Écoutez, j'ai quelques... Ouais, là, on se ressort sur des points positifs. Pour vous, j'ai la solution à un problème que vous avez soulevé la semaine dernière. Donc voilà, vous allez laisser quelqu'un apporter des bonnes nouvelles, pas des mauvaises. Donc après, je passe chapitre 5. Voulez-vous davantage? Alors donnez davantage. J'ai noté ce point. Si nous donnons aux clients, puis qu'ils ne s'attendent à recevoir, ils deviendront des clients fidèles et avec le temps, nous ferons plus d'argent. Donc effectivement, si vous donnez... C'est assez classique que des fois, il y a des vendeurs qui vous donnent plus et c'est toujours plaisant en général. Pas forcément à 100%. Il est vrai, des fois, chez le boulanger, on apprécie le cadeau, le petit pain supplémentaire autre qu'ils ont donné. Mais de l'autre côté, c'est pas forcément bon pour la santé, donc ça nous embête. Mais ça n'empêche pas moi qu'on préfère du coup continuer à aller chez lui parce qu'il était généreux, gentil, etc. Et donc c'est pareil dans tout business. Hein. Si vous donnez des plus qui n'étaient pas prévus, forcément ça fera plaisir à la personne, même si elle va pas forcément l'utiliser, consommer ou autre. Hein. C'est assez classique. Hein. Ensuite, sa troisième décision était plutôt ingénieuse. Il décida en effet d'ouvrir à chaque gérant un petit salaire de base, suffisant pour vivre. Puis la moitié des profits du restaurant. Cette personne dirait que le profit était... Donc là, c'est carrément très fort. C'est que le gars, il donnait un salaire de base et puis après, il donnait encore la moitié des profits à ses employés. Du coup, forcément, ils étaient plus motivés, ils voulaient rester chez lui, etc. et pas aller voir la concurrence. Ça ramenait aussi des nouvelles personnes, etc. Ensuite, j'ai noté, voici la leçon qui s'impose. Si vous voulez obtenir beaucoup, donnez beaucoup. Donnez vraiment mieux que recevoir. Donc, effectivement, là, selon lui, sa règle, c'est plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Et c'est assez classique, hein. Quand vous donnez un peu pour recevoir plus, ça marche pas dans tous les trucs, mais des fois ça marche. Donc, forcément, quand ça marche, allez-y à fond. Hein. Si dans votre business, le truc de donner un peu plus aux gens et que ça en fait venir plus, et bah continuez. Quand vous faites des concours et tout ça, si ça marche pour vous, bah faites-en plus, hein, et faites des concours encore plus gros, vous allez gagner encore plus gros. Mais ça marche pas forcément toujours, notamment quand, et c'est ça le problème, c'est quand vous êtes une entreprise qui est pas connue, parce qu'au départ les gens vous voient toujours comme arnaqueur, arnaque, machin. Donc même si vous faites des concours et tout, ça marche pas et c'est bien dommage parce que c'est justement au départ qu'on en a besoin. Par la suite, alors forcément on est content quand on gagne beaucoup plus, mais c'est vraiment au départ qu'on en avait besoin et malheureusement c'est pas aussi simple. Mais voilà, si ça marche dans votre truc, vous avez déjà assez de monde, ou même si ça marche au départ, vous avez la chance, pourquoi pas, faites-le parce que ça va vous donner un sacré accélérateur. Rendez service sans rien espérer en retour et la récompense viendra d'elle-même. Ouais, ça c'est vrai. Les gens ressentent le besoin après de vous faire un retour, même si vous ne l'avez pas demandé. Il y a quelques mois, je confie une tâche spéciale à un groupe d'élèves. Je leur demandais de comparer les stratégies de deux commerces pour le même type de client et de voir ensuite lequel réussissait le mieux et pourquoi. L'un de ses élèves, Charles B, décida de comparer les deux restaurants. Il fit embaucher dans les deux restaurants à titre d'aide serveur et fut en mesure d'expliquer pourquoi le restaurant A connaissait un franc succès alors que le restaurant B était à la faillite. Et donc là, c'est toujours les mêmes trucs. C'est une histoire de générosité de la personne. Bon, je vais pas tout relire. C'est des exemples après qu'ils donnent. Hein. Alors, mes chers compatriotes, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette phrase. C'est une phrase du président John Kennedy. Et moi, je trouve ça toujours excellent. Hein, mais ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Votre pays, c'est-à-dire les gens, hein, les gens avec qui vous êtes. Et c'est tout à fait vrai. La plupart des gens, ils attendent l'État, ouais, qui leur donne ci, ça. Alors qu'en réalité, il faut faire l'opposé. Si vous voulez le succès, être riche et tout, eh ben, il va falloir faire l'inverse. C'est à vous de donner aux gens. Et souvent, les gens attendent l'inverse. Et alors, ils se plaignent, machin, l'État et tout. Mais c'est totalement l'opposé qu'il faut faire. Le comportement qu'ont les gens avec les gilets jaunes, machin, là, eh ben, c'est totalement faux. Il faut pas attendre sur l'État que l'État va vous donner changer votre vie. C'était à vous en fait
de changer la vie des gens pour que ça change la vôtre. Quand vous résoudez les problèmes des autres, vous résoudez en fait vos problèmes. Alors, c'est pas si simple à mettre en pratique, mais c'est ça. Il faut que vous trouviez un problème là où il y a un gros impact. C'est ça la difficulté. Mais si vous arrivez à trouver un problème, un gros, qui a un très gros impact, et vous le résolvez pour les gens, forcément, vous allez gagner à fond. Vous allez arriver à complètement changer votre vie. Il faut se concentrer sur ça, sur le fait de résoudre les problèmes des autres, et c'est ça qui change votre vie. Résoudre les problèmes des autres, créer de la valeur. Ce sont des trucs de base. Déjà, il faut comprendre ça. Une fois que vous avez compris ça, faut trouver le secteur où il y a un max d'impact. C'est le point que je trouve difficile, mais c'est ça. Faut pas chercher midi 14h. Faut résoudre les problèmes des autres pour pouvoir résoudre les vôtres. Les cadeaux, 5 techniques spéciales qui rapportent davantage. Alors là, je vais juste parler un peu des titres. J'en ferai sûrement une vidéo sur ça, c'est intéressant. Alors, règle numéro 1. Les cadeaux les plus appréciés sont intangibles. Donc, je ne vais pas trop en détailler. Je vais en faire une vidéo là-dessus. Règle 2. Si vous offrez quelque chose de tangible, choisissez-le selon les goûts et intérêts du destinataire. Règle 3. Que votre cadeau soit plus riche d'intention que de valeur monétaire. Règle 4. Offrez des cadeaux surprises. Et 5. Donnez-vous davantage, ayez le cul de l'effort supplémentaire. Alors je ne vais pas en détailler là-dessus, je vais en faire une vidéo. J'aime bien faire des vidéos sur ces listings qu'il fait. Donc je vais en faire une vidéo où j'en parlerai sur ces fameuses histoires de cadeaux, les 5 règles du cadeau. Et donc là, j'ai noté le résumé du chapitre 5. Mettez les techniques du don à votre service. Voici comment y arriver. Rappelez-vous que les personnes généreuses sont celles qui gagnent et les personnes égoïstes sont celles qui perdent. Alors de toute manière, je ne sais pas si on peut utiliser le mot égoïste parce que bon, même les gens qui sont généreux, généralement, ils sont égoïstes. Souvent les entrepreneurs, ce sont des gens égoïstes, mais dans l'histoire, ils aident les autres. Ils savent très bien que pour résoudre leurs problèmes, ils doivent résoudre les problèmes des autres. Donc ils sont éthiquement égoïstes. Mais d'un côté, c'est pas un problème, parce que le truc, c'est qu'ils aident les autres dans l'histoire. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Et vous, c'est pareil. Si vous voulez créer une entreprise, vous n'avez pas le choix. Quand vous créez une entreprise, vous n'avez pas le choix d'aider les autres. Si vous n'aidez pas les autres, vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes comme dit. Et vu que vous faites ça, vous le faites bien, c'est forcément donc égoïste. Vous ne faites pas quelque chose pour les autres pour leur faire plaisir, mais vous le faites parce que vous voulez gagner en contrepartie de l'argent. Même si ce n'est pas directement, que vous ne le demandez pas directement quand vous faites des cadeaux, etc. Vous le faites parce que vous savez que vous allez obtenir un retour. Si ça ne marche pas, vous allez arrêter, vous allez couper. Vous faites un concours, le concours il ne marche pas, il n'est pas rentable, vous coupez. Point. Donc vous agissez bien dans votre intérêt, même si vous ne le dites pas directement aux gens. Donc c'est pour ça, ce point-là, j'aime pas trop directement le point que les personnes qui gagnent, que ce sont les personnes généreuses et non les... que les gens égoïstes qui perdent, parce qu'en fait c'est les deux. Le gars il est généreux et il est en même temps égoïste dans la majorité des cas, il le fait pour lui. Parce que le gars qui est généreux et qui cherche pas à gagner un retour d'un coup, c'est pas parce qu'il est indirect, et ben il sera toujours pauvre. Il pourra jamais être riche. Pour être riche, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, il faut mettre des stratégies en place. Mais après, il faut mettre les bonnes stratégies. Donc des stratégies qui aident les autres. Forcément, si vous agissez égocentriquement sans créer de valeur pour les autres, forcément, ça ne marchera pas. Quand ça ne correspond pas à un besoin, etc. Sur ça, vous n'avez pas le choix. Il faut faire cette concession. Vous êtes obligé de faire quelque chose qui correspond à un besoin pour les gens, de résoudre, d'aider les gens. Bon, on va avancer. Donc le point suivant, un service de première qualité rapporte des récompenses de première qualité. Un service de seconde qualité mène à la faillite. Donc là, on est avec le point professionnel et amateur. Basez votre rémunération sur la qualité du rendement. Pour obtenir beaucoup, donnez beaucoup. Adoptez les paroles de Kennedy pour toutes vos activités. Ne vous demandez pas ce que les autres peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour eux. Rappelez-vous que le respect est le plus apprécié de tous les cadeaux. Pratiquez les 5 techniques spéciales pour offrir des cadeaux. Bon, ceux-là, je les ai déjà lus, je ne vais pas les relire. Ensuite, en 6, mettez ce principe en pratique. Il
il vaut mieux donner que recevoir. Alors, on passe au chapitre qui est 6. Comment pouvez-vous obtenir des autres qui vous aident à atteindre des objectifs tels que la joie, le bonheur, la tranquillité d'esprit, amis et argent à profusion? J'ai découvert qu'utiliser une façon d'arriver à de tels résultats. En quelques mots, il s'agit de satisfaire aux besoins psychologiques d'autrui et d'enrayer une maladie appelée sous-alimentation psychologique. Cette maladie est si répandue qu'elle passe presque inaperçue. Coûte à notre économie des centaines de milliards de dollars chaque année. Et pourtant, la plupart des gens, s'ils le voulaient, pourraient facilement prévenir cette maladie et du même coup doubler ou tripler leurs revenus. Pour cela, ils n'auraient qu'à se donner la peine d'apprendre à dispenser aux autres des nourritures psychiques et à leur éviter les poisons de cette même nature. Avant d'en arriver à de tels résultats et de pouvoir mettre en application les recommandations précédentes, il est nécessaire de savoir ce que signifient les termes suivants. Ego, nourriture psychique, poison psychique. Je les explique brièvement. Bon, là, il donne tellement de points. Je vais pas vous le détailler. Je sais pas s'il y a... J'ai peut-être un résumé à la fin. Il le dira qu'est-ce que c'est. Je l'ai peut-être noté. Prochain point que j'ai noté. Nous avons alors expliqué au directeur général et à ses collaborateurs qu'il fallait instaurer un programme en 5 points. Un programme qui s'il était appliqué de façon adéquate, ferait non seulement disparaître le désir grandissant des ouvriers de se syndiquer, mais entraînant aussi un accroissement de la productivité, une baisse de l'absentéisme, une diminution du roulement du personnel et une loyauté beaucoup plus grande envers l'entreprise. Alors, c'est très beau pour être vrai, s'exclama le directeur général. Je ne crois pas au miracle, mais allez-y, expliquez-nous quand même votre programme. Ce que nous filme en leur présentant la marche à suivre que voici. Première étape, inscrire tous les surveillants immédiats à un cours de supervision positive, dont l'efficacité n'a été connue. Après, il a dit, deuxième étape, exiger des 6 cadres supérieurs qu'ils fassent chacun au moins une visite par jour à l'usine et qu'ils dispensent pendant ces visites autant de bonjour et de comment ça va que possible à leurs employés. Troisième étape, instaurer à l'attention des employés un système de récompense personnelle. Quatrième étape, aider les employés à créer un comité consultatif de 9 membres. Cinquième étape, accorder plus d'attention aux besoins personnels des travailleurs en soulignant par exemple leur anniversaire, en prenant de leurs nouvelles s'ils sont absents, etc. Bon. Donc ça c'était la dernière étape. Donc ça c'est comment relever une entreprise pour que les gens pour que les employés ne sont pas négatifs, sont plutôt positifs. Il faut être au petit soin pour eux en gros. Hein. Au point suivant que j'ai noté, si vous décidez de ne pas tenir compte de la règle louanger l'intelligence des gens, attendez-vous à savoir à avoir moins d'amis, moins de revenus, peu de respect et beaucoup moins de satisfaction. Donc ça c'est vrai. Au lieu de critiquer les gens, louanger les gens, vous verrez, ils seront beaucoup plus contents, ils viendront vers vous, et s'ils viennent vers vous, vous allez pouvoir gagner plus de respect, d'argent, etc. Ensuite, dispenser 4 types d'aliments psychiques pour susciter un réflexe positif de coopération chez autrui. Alors, féliciter les gens de leur famille et des réalisations de celle-ci. Donc, c'est intéressant donc d'étudier la personne et les féliciter pour ceux qu'ils ont, s'ils sont mariés, ils ont des enfants, s'ils sont... Je ne sais pas s'ils ont réussi quelque chose. Féliciter, ça va vous aider à faire devenir bon ami avec la personne. En 2, féliciter les gens pour leur travail qu'ils accomplissent. Donc pareil, vous féliciter pour ce qu'ils ont fait comme boulot. Que ce soit un échec ou une réussite, n'hésitez pas à leur dire, voilà, les féliciter, les soutenir. En 3, complimenter les gens sur leur apparence et ils vous adoreront. Alors là, je vais aussi faire une vidéo là-dessus, plus claire. Je détaille pas trop là-dedans, mais j'en ferai une vidéo. En 4, pour que des miracles se réalisent, manifestez ouvertement votre admiration envers autrui et ses possessions. Donc voilà. Il faut être content pour l'autre personne sur ce qu'elle a. Et ça va vous aider à votre tour à avoir ce que vous voulez. Donc, point que j'ai noté ensuite, il y a aussi autre chose, continua Thomas. Jamais je ne parle de mes problèmes personnels, de mes opinions politiques ou de mes opinions religieuses. Donc là, c'est nouveau une histoire de base, c'est concentrez-vous sur l'autre personne au lieu de concentrer-vous sur votre personne. Les gens, ils s'en foutent de vous, de votre situation, etc. Si, maintenant, on peut prendre carrément ce cas-là. Si vous regardez cette vidéo, c'est que quelque part, vous cherchez quelque chose pour vous. Vous n'avez... la raison pourquoi moi je la fais ou autre, ça ne vous intéresse pas. Vous la regardez pour vous. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous la regardez bien
parce que vous voulez des infos pour vous, parce que ça vous fait du bien, ou je sais pas, ou que c'est pas la raison, mais vous la regardez absolument pas pour moi. Donc c'est pas la peine que moi je vous parle de mes histoires directement si ça vous rapporte pas quelque part quelque chose de la valeur. C'est pas ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est que vous puissiez avancer, clairement. Donc c'est pour ça que le gars il mettait ça en point. C'était un entrepreneur ou je sais pas quoi, je me rappelle plus exactement de l'histoire, mais qui disait voilà, il se concentrait sur les autres et pas sur lui. Parce que voilà, c'est ça. Et donc vous devez faire vous-même. Si vous voulez plus de clients et tout, il ne faut pas parler de vos histoires, comment vous plaindre, etc. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut résoudre les problèmes des gens. En résumé, la réussite de Thomas tient à ces 3 principes très importants. Inciter les gens à parler. Traitez de façon confidentielle tous les renseignements un peu délicats qu'ils vous fourniront. Et parlez le moins possible de vous-même. Donc il y a bien 3 points. Faire parler les gens. C'est pour ça que moi je vous dis, n'hésitez pas à poster des commentaires sur la vidéo, etc. Vous pouvez le faire d'ailleurs. Hein. Si vous connaissez des David Schwartz, etc., vous avez des choses à dire, etc., n'hésitez pas à en parler. Moi je suis toujours intéressé par toutes les infos parce que ça m'aide. Et donc c'est tout à fait le même point que là le gars dit. Ne pas divulguer des choses qui sont donc secrètes. Effectivement, s'il y a quelqu'un qui se confie à vous, il ne faut surtout pas le raconter parce que forcément vous allez vous mettre la personne à dos et d'autres à dos automatiquement vu que ça fera une chaîne. Et parlez le moins possible de vous parce qu'ils s'en foutent de vos histoires. Ensuite, point suivant que j'ai mis. Même en admettant que la dépréciation accompagne le succès, il est permis de se demander comment on peut y faire face. Voici 4 recommandations à cet effet. Acceptez les critiques comme une preuve de vos progrès. Effectivement, si on vous critique, c'est qu'en fait vous êtes sur la bonne voie. En 2, ne combattez jamais les critiques. Ça aussi, ça sert à rien. Si vous commencez à rentrer dans ce système-là, ça va commencer à faire des histoires et vous y gagnez rien, c'est pas la peine, autant ignorer. En 3, ayez pitié de ceux qui déprécient. Effectivement, ceux qui déprécient, on peut avoir de la pitié parce que ça sert à rien. Je crois qu'il y avait 3 trucs, je crois qu'il y en avait 4. On peut y faire face. Voici 4 recommandations. J'ai pas trouvé le 4e, il est marqué où? Ouais, alors je vois pas où il a noté le 4e. Il n'a pas marqué 4, c'est dingue. Alors je loupe une case, mais je vois pas le numéro 4. Bah c'est peut-être une erreur, je vois pas le numéro 4. Non, il n'y a pas de numéro 4, c'est bizarre. Bon, on va passer à la suite. Bon, en tout cas, il y a 3 points hein, avec les critiques. Hein. Alors, après, on est passage au chapitre 7. Obtenir davantage grâce à l'utilisation de la formule DCF. La Bible contient aussi une quantité de proverbes et de maximes susceptibles de vous permettre de gagner de l'argent, voire de faire fortune. L'observance quotidienne de l'une des progrès qui y sont envisagés ne pourra manquer de vous aider à obtenir de gros revenus, accumuler de beaux objets, à vous valoir le respect de votre entourage et acquérir plus d'influence sur les autres. Alors j'étais en train de chercher qu'est-ce que c'était nouveau DCF. Quel appui de sagesse que la Bible. On y trouve la célèbre règle d'or. Tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Ce guide parfait des relations humaines. Si chacun l'a pratiqué, serait la fin des querelles entre époux, de l'exploitation en affaires, des vols et même des guerres. Bien comprise et d'observer, cette règle mettrait fin aux conflits de toutes sortes entre les hommes. Ok. Je mets maintenant à votre disposition ces enseignements aux maximes qui vous permettront d'obtenir tout ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, ben c'est ça, la DCF. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. C'est ça la méthode DCF. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Donc là, on revient sur le fait il faut que vous demandez vraiment ce que vous voulez, pas des choses qui sont négatives. Il ne faut pas chercher des choses qui sont négatives, ni frapper à des mauvaises portes, hein, en gros. Parce que ouais, DCF c'est bien beau, mais il faut que ce soit dans le sens positif. Ensuite, demandez des conseils aux gens qui ont réussi et la clé du succès. Recherchez les conseils des gagnants, et c'est quel que soit votre secteur d'activité. Droit, médecine, vente, gestion, agriculture, religion, bon, on a compris. Donc ça c'est logique. Ne prenez pas compte des conseils de vos proches, hein, soit amis, famille et autres, s'ils n'ont pas eux-mêmes eu ce succès.
Parce que même s'ils pensent bien faire, le problème c'est qu'ils n'ont pas réussi, donc ce ne sont pas les gens qui ont les bons conseils. Vous devez demander aux gens qui ont réussi ce que vous voulez pour pouvoir faire la même chose. Alors, point suivant. Demandez, ne commandez pas. Regardez un peu ce qui se passe dans la plupart des bureaux, des usines, des magasins et de quelques lieux de travail que ce soit. Vous découvrirez rapidement qu'il existe deux façons de donner des directives, de même qu'il existe deux types de patrons. Le patron de type A dit généralement quoi faire à ses employés et leur donne des directives du type. Oui, alors certains, voilà, la différence c'est qu'il y a un des patrons qui donne des ordres et l'autre il demande. Il lui suggère de faire ce truc-là. Il ne lui impose pas et c'est vrai que ça crée de bien meilleures relations si vous demandez plutôt que vous ordonnez. Quand vous ordonnez, eh ben forcément, si vous êtes le patron, vous allez vous mettre vos employés à dos. Il faut leur suggérer, leur demander et ce sera bien plus positif pour les deux parties. Dans l'autre cas, ce sera forcément négatif, ça ne donnera rien de très bon. Formulez vos questions de façon à obtenir une réponse positive. Alors là, il dit, il ne faut pas poser des questions de type « N'auriez-vous pas l'heure par hasard ?» mais plutôt « Quelle heure est-il » Parce que quand vous dites « N'auriez-vous pas l'heure par hasard ?» vous êtes en train de pencher sur une négation et la personne va vous répondre à la négative, elle va vous dire non. Alors que si vous leur demandez « Quelle heure est-il ?» il va se poser la question « Quelle heure est-il ?» et il va vous dire l'heure. Alors ça marche pas à 100%, mais à 80%, ouais, ça fonctionne. Hein. Et ça, vous pouvez faire avec toutes les questions. Hein. Donc attention à comment vous formulez vos questions. En 5 techniques spéciales pour demander. Alors, c'est quoi la technique? Technique numéro 1. Attendez-vous à des refus. Cela vous aidera à faire des progrès. En technique numéro 2. Rejetez tout conseil non sollicité. Alors, j'essaie d'avancer parce que ça fait déjà un bout de temps et puis il y en a encore pas mal des points. On a presque à 1 heure. Technique numéro 3. Demandez. Ne suppliez jamais au grand jamais. Donc ça, effectivement, il ne faut pas supplier. Moi, je vais pas... Ouais. Donc, il y en a encore... Il n'y en avait que 3 Non, il y en a 4. Non, il a dit 5 techniques. Bah, dis donc. Alors, la 4, demandez plusieurs fois, mais toujours de façon différente. Donc là, c'est le truc du vendeur qui fait genre un peu de harcèlement, qui demande, mais vous devez changer. Bon, après, ça marche comme ça, même si la loi vous dit de ne pas courir après les gens, X fois et tout, mais pourtant, la vente vous dit de faire l'opposé, quoi, de revenir, de formuler différemment et tout, hein. Ce qui est assez normal. Après, vous n'êtes pas dans du côté de la personne sur comment elle réagit, comment elle voit les choses, hein. Bah, c'est surtout en général la personne qui agit tellement négatif qui donne quelque chose de négatif en elle plutôt que vous, parce que quand vous vous redemandez, c'est pas forcément négatif, c'est plutôt dans un sens quand même positif. Alors je trouve pas le 5 parce qu'il y a marqué technique numéro 4. Là, ça fait 2 fois que je vois des trucs qui disent 5 trucs, mais j'en trouve que 4. Là, je suis clairement au 4. Et le 5, technique numéro 5. Alors, il l'a pas noté, je sais pas. Bon, dommage. Comme ça, pour le retrouver. Alors, le suivant. Faire du jogging pendant plusieurs kilomètres chaque jour. Avoir un régime alimentaire nutritif. Recourir à la chirurgie esthétique pour corriger les petits défauts. Prendre des vitamines, tout le repos nécessaire. Ne pas fumer et ne pas boire. Tout cela peut améliorer votre santé et vous procurer un sentiment accru de bien-être. Certes, une excellente santé et une bonne apparence sont des objectifs louables, mais le fait d'être en forme et de bien paraître ne procure aucun pouvoir charismatique. Une personnalité attirante, magnétique ne provient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Alors, il a demandé à quelqu'un comment avoir plus de charisme. Ça, c'était le chapitre sur le charisme. Il faut d'abord être homme. C'est D.H. Lawrence qui disait « Les ratés sont les plus prétentieux des hommes ». Donc là, effectivement, pour avoir du charisme, ne cherchez pas à... J'ai les cheveux qui volent. Ne cherchez pas à être monsieur je sais tout. Mais plutôt à humble et à poser des questions, à chercher à en savoir plus. Vous aurez plus de charisme, vous aurez de meilleures relations. De meilleures relations. Le deuxième, continua-t-il, est si simple que peu de gens la comprennent. Il s'agit simplement d'encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Laissez-les-vous entretenir de ce qui les intéresse.
Peut-être vous parleront-ils de leur enfant, de leur travail, de leur passe-temps ou de leur opinion sur l'actualité. Les gens préfèrent parler de leurs objectifs, de leurs projets et de leur réussite plutôt que de vous entendre chanter vos propres louanges. Donc ça encore, logique, hein. Écoutez les gens et les faire parler d'eux plutôt de vous. C'est ça qu'ils veulent, hein. Ensuite, et mon conseil est de ne jamais s'habiller voyant ou négligé, mais de s'habiller franc tout simplement. Alors quand il dit ne pas s'habiller voyant, c'est ne pas mettre quelque chose de genre fluo, un jaune fluo, vert fluo, je sais pas quoi, quelque chose qui va taper à l'œil, un truc rouge comme pas possible ou je sais pas quoi, quelque chose qui va marquer les gens. Si les gens, oui, ils vont vous remarquer, mais ça va pas donner un bon truc. Et il dit ne pas s'habiller, donc pas faire non plus ne s'habiller sale, mais plutôt normal. S'habiller franc, je crois que c'était quelque chose de s'habiller normalement. Et quand vous habillez normalement, vous avez plus de chances de gagner par la suite du charisme parce que, comme il l'a dit, c'est pas à l'extérieur que ça se joue, mais à l'intérieur. Sa quatrième ligne qu'il a dit, pour développer du charisme, c'est une influence magnétique et il doit d'être plein de vie, de mettre de la vivacité dans tout ce que vous faites. Avez-vous déjà remarqué la démarche de certains gens? On a l'impression qu'ils sont en plein combat. Et la voix, il n'est pas sur un ton monocorde, comme s'ils avaient peur d'y mettre un peu de vie. Ils disent comment allez-vous? Comment s'ils étaient en train de les égorger plutôt que comme des gens bien en vie. Voilà, donc il faut être bien en forme, hein, dans la tête, pour que ça sorte à l'extérieur, ce qui va plaisir aux gens. Si vous êtes positif, bien dans votre peau. C'est charismatique. Ensuite, résumons. Pour acquérir un pouvoir charismatique de l'influence sur les autres, vous n'avez qu'à observer les règles suivantes. Soyez humble. Ne vous mettez jamais en valeur, ne prétendez jamais tout connaître. Encouragez les autres à parler de ce qui les intéresse. Habillez-vous franc, jamais voyant ni négligé. Soyez plein de vie, mettez de la vivacité dans tout ce que vous faites. Soyez prêt à prendre des risques calculés. 6. Accordez-vous une attention personnelle aux problèmes, questions et intérêts des autres. Donc on revient sur ce truc, s'intéresser aux problèmes des autres. Alors, le point suivant, on y vient. On commence à se rapprocher de la fin. Respecter des engagements mineurs, rapport des dividendes. Nous avons vu pourquoi il est profitable de respecter ses engagements envers sa famille, ses créanciers et son travail. Nous verrons maintenant que le respect de toutes les petites promesses que nous avons faites rapporte lui aussi des dividendes. Voici 3 règles à suivre. Tenez vos rendez-vous et soyez ponctuels. Donc n'arrivez pas en retard. En 2, tenez toutes vos promesses. Effectivement, tenir votre parole. Et en 3, ne divulguez jamais une confidence. Effectivement, si on vous dit un secret, ne le dites pas. Gardez-le pour vous. Ensuite, point suivant. Suivez les lignes directrices suivantes pour gagner grâce au charisme et à l'engagement. Donc là, c'est le résumé. Donc je vais vous le relire. Rappelez-vous que le charisme est strictement spirituel et non physique. C'est un rayonnement de votre âme. Pour acquérir un pouvoir charismatique, soyez humble. Laissez les autres parler d'eux-mêmes. Habillez-vous de façon si classique que les gens ne remarquent pas ce que vous portez. Mettez de la vivacité et de l'entrain dans chacune de vos actions. Prenez des risques calculés. Accordez-vous une attention personnelle à tout ce qui intéresse les autres. Respectez vos engagements financiers, c'est une preuve de caractère. Veuillez à retenir vos petites promesses. Respectez vos rendez-vous et soyez ponctuels. Tenez toutes vos promesses, même les plus petites. Ne divulguez jamais de confidences. Ne soyez ni un mouchard, ni un dénonciateur. Résistez à la tentation de vous venger d'autrui et récoltez les bénéfices de cette maîtrise de vous-même. Voilà. Alors, ensuite, on est au chapitre 9. Il y en a 11, donc il y a quand même encore quelques petits points, mais j'en ai un peu moins à la fin, je crois. Où que vous soyez demain, sur l'autoroute ou en autobus, dans la rue, au bureau ou en avion, la plupart des gens que vous croiserez seront des gens morts, c'est-à-dire des êtres blasés, exténués spirituellement, sans but. Ils n'ont aucune raison de vivre, et sont donc morts puisque eux, il y a une cessation, absence de vie spirituelle. Donc pour lui, il dit la plupart des gens sont morts parce qu'ils ne savent pas où ils vont, etc. Mais c'est vrai, ils font le métro boulot dodo, comme on dit. Et ils vivent pas du coup. C'est pas en suivant les autres qu'on vit, hein. Ça c'est clair. En attendant le week-end, hein. Ah là là.
Donc, le prochain point que j'ai noté. Premièrement, cette personne est-elle orientée vers l'avenir? Donc là, c'est comment surmonter l'ennui en choisissant soigneusement ses amis. Donc là, il parle un peu de comment on peut choisir. Donc là, c'est l'environnement. Donc, est-ce qu'elle est orientée sur l'avenir? Est-ce que cette personne est-elle orientée vers le partage? Donc, est-ce qu'elle partage si elle vous donne des choses et qu'elle attend quelque chose en retour ou pas? Et troisièmement, cette personne est-elle ambitieuse? Donc, si elle a des grands trucs, des gros rêves, des gros objectifs. Et quatrièmement, cette personne est-elle du genre plaignard? Est-ce qu'elle se plaint beaucoup ou pas? Donc, ça, c'est les 4 points qui disaient si cette personne est bon comme ami ou pas. Euh, Afin d'échapper aux morts vivants et de vous sentir pleinement en vie, suivez les suggestions suivantes. Donc là, j'ai renoté le résumé. J'ai noté encore, je vais vous le lire. Admettez que la cessation ou l'absence de vie spirituelle est une mort vivante. Fuyez les morts vivants. Tous ceux qui souffrent d'ennui, de sentiments de culpabilité, qui sont orientés vers le passé ou qui sont affligés d'une forme perverse de gloutonnerie. Canalisez toute votre volonté vers la tâche de surmonter l'ennui chronique. C'est une maladie extrêmement nocive pour votre santé mentale. Contrez les influences négatives de tout ce qui s'oppose à vos désirs et à vos rêves. Songez à un travail à temps partiel, c'est une excellente thérapie. Suivez des cours, vous trouverez cela intéressant. Voyez votre sentiment de culpabilité dans sa vraie perspective et jouissez davantage de la vie. Lorsque vous choisissez des amis, posez-vous 4 questions. Cette personne est-elle orientée vers l'avenir? A-t-elle le désir de partager? Est-elle ambitieuse? Évite-t-elle de se plaindre? Si la réponse à chacune de ces questions est oui, vous avez trouvé un ami et un remède contre l'ennui chronique. Bon, on passe au chapitre 10. J'ai encore 3 points que j'ai notés sur les 2 derniers chapitres. J'ai pas noté beaucoup. Alors, je crois que le dernier chapitre d'ailleurs était hyper court. Alors, quand vous croyez qu'une proposition est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux, investissez encore la valeur de 10% du temps que vous ayez déjà consacré pour la perfectionner. Je suis sûr que vous trouverez une formule de petite amélioration à y apporter. Aux yeux des gens intelligents, aucun détail n'est sans importance. Donc là, il dit, ouais, quand vous avez fait une tâche, un travail, si par exemple vous avez fait, par exemple, je ne sais pas, une formation, et que vous pensez l'avoir fini, passez encore 10% de plus de temps pour l'améliorer avant de la sortir. Ça, c'est ce qui est conseillé selon lui. Bon, après, la question, c'est est-ce que votre formation elle correspond à un besoin? Donc, d'un côté, oui, il faut la qualité, mais il faut aussi si ça correspond à un besoin ou pas. Donc, son truc est juste. Si vous faites un truc de meilleure qualité que le voisin, forcément, les gens vont venir plutôt chez vous que chez l'autre. C'est évident. Mais attention aussi à faire attention que ça correspond bien à un besoin. C'est pour ça que des fois, on dit aussi de sortir le truc le plus rapidement possible, parce que ouais, ça permet de voir si ça correspond à un besoin ou pas. Si vous passez trop de temps sur un travail et que ça ne correspond pas à un besoin et que même si vous avez travaillé 10% de plus, et ben ça ne marchera quand même pas. Par contre, si c'est bien un besoin, si vous faites plus de temps que votre voisin, c'est mieux à améliorer. Forcément, les gens viendront plutôt chez vous que chez le concurrent en fait. La persévérance rapporte... Alors, soyez persévérant en tout, n'oubliez pas les points suivants. Donc là, j'ai simplement noté le résumé du 10 sur la persévérance. Toutes les grandes réalisations demandent du temps. Les gens impatients réussissent rarement quoi que ce soit. Les gens patients mais passifs font leur petit bonhomme de chemin sans rien déranger, mais ils gagnent aussi moins d'argent qu'ils ne le pourraient. Les gens persévérants parviennent toujours à leur fin parce qu'ils n'abandonnent jamais. Toutes les grandes inventions et découvertes ont exigé des dizaines d'années d'efforts. Le point de départ n'a aucune importance, ce qui compte c'est l'objectif à atteindre. Si vous faites des investissements, la persévérance vous sera profitable aux conditions suivantes. Prenez au plaisir à gagner de l'argent, mais ne le laissez pas vous contrôler. Faites preuve de patience, toujours et encore. Ne vous lancez jamais en affaires au hasard. Assurez-vous que ceux qui ne peuvent pas se permettre de risques ne soient pas affectés par vos transactions d'affaires. Ah oui, n'engagez pas genre vos employés dans une transaction si c'est un certain risque. Hein. C'est pas une bonne chose parce qu'après vous vous retrouvez à les rembourser si ça n'a pas marché quoi. Et dernier point que j'ai mis, ligne directrice pour passer à toujours vouloir plus, pour penser à toujours vouloir plus dans les situations importantes. Vouloir toujours plus est une philosophie qui marche vraiment. Sa pratique donne des réels résultats et procure beaucoup de satisfaction. Dès maintenant, dites-vous, je vais l'utiliser chaque jour pour atteindre mes objectifs, donner le maximum de mes capacités et être heureux de gagner.
Commencez par diviser votre vie en compartiments logiques et à mesure que vous établissez votre programme personnel de progrès, reportez-vous souvent aux supports mentaux décrits ci-dessous. Bon, ça c'est très long. Alors, je ne vais pas vous lire tous les points. Je vais juste lire les gros titres. Alors, il a coupé ça, je crois. Combien il a dit 5. Le premier, c'est au travail. Concentrez-vous sur une réussite créative. Ensuite, il y a marqué rechercher des amitiés enrichissantes. Contrôlez votre environnement psychologique. Concentrez-vous sur l'atteinte de vos objectifs. Concentrez-vous sur l'accumulation de richesses. Donc voilà. C'est le dernier point que j'avais noté. C'est vraiment un excellent livre à lire si vous arrivez à vous le procurer. Bon, maintenant, si ce livre-là, vous en avez lu, enfin, je veux dire, si vous n'avez lu aucun livre de cet auteur, David Schwartz, je vous invite vraiment à lire le premier livre, c'est La magie de voir grand. La magie de voir grand. Et ensuite, il y a La magie de s'auto-diriger. Normalement, ces deux livres-là, ils sont souvent réédités, vous allez les trouver. Et le dernier c'est La magie de penser succès. Mais comme dit, les deux livres, La magie de penser succès et La magie de rêve qu'on vient de parler, sont plus trouvables normalement, que je sache. Moi, je les ai récupérés. Mais c'est des livres qui dataient d'il y a une vingtaine d'années. C'est pour ça l'éditeur existe toujours, mais on voit que ça a changé. Aujourd'hui, il fait souvent les livres très blancs, des belles couvertures. Mais c'était pas à l'époque il faisait des trucs colorés sur la frange, etc. Ce qui ne fait plus aujourd'hui. Donc voilà pour le résumé de ce livre. N'hésitez pas à en parler si vous voulez parler de l'auteur ou autre en commentaire. Hein. Mettez des commentaires, moi ça me fait plaisir. Ça aide la chaîne et c'est intéressant pour moi comme pour vous de pouvoir en discuter. N'hésitez pas à partager pour que d'autres personnes qui seraient intéressées puissent connaître. Mettez un like pareil pour aider les gens à découvrir la chaîne, ce qui pourrait les aider aussi à leur tour. Donc voilà en gros ce que je voulais dire. À la prochaine. C'était Sébastien Quesnel. On parlera d'autres vidéos et notamment de livres parce qu'apparemment vous êtes quand même certains à regarder les livres malgré que ça me prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je continue un peu les histoires de livres tout en faisant les autres petites vidéos à côté. Allez, bye bye.